Donc là, en un quart d'heure, je vais aller à l'essentiel. Et puis non, c'est compliqué pour une autre raison, c'est que, en fait, ces mots-là, représentation, stéréotype, préjugés, discrimination, ce sont des mots de la langue courante, de la vie de tous les jours. On pense tous savoir ce que c'est. On l'emploie tous. On l'utilise parfois tous professionnellement. Et on va voir que parfois il y a des recoupements, parfois on se trompe pas forcément, mais d'un point de vue théorique, hein, qui est ici ma position de l'enseignant-chercheur, je vais essayer de vous montrer qu'il y a des différences précises entre ces différents concepts. Alors pourquoi je prends cet exemple pour commencer? Pour vous parler de la notion de représentation sociale. De cette notion-là qui en fait va concerner une théorisation naïve de notre environnement. On n'est pas scientifique. Personne ici dans cette salle est scientifique, et même moi je ne suis pas. La plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle notre sens commun. On va réinterpréter notre environnement. Et on va réinterpréter notre environnement à partir d'éléments qui nous parlent. Mais peu importe en fait là. Ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas de connaissances précises, vous avez des idées, vous avez une idée, une globalité, vous pensez savoir ce que c'est. Vous avez créé quelque chose. Et tout ceci, c'est ce qu'on va appeler des représentations sociales. Alors, une représentation sociale, c'est quoi? Je vous ai donné ici une première définition, enfin la seule que je vais prendre, hein, qui dit la chose suivante. Une représentation sociale, c'est une façon de voir, localement et momentanément partagée au sein d'une culture, qui permet de s'assurer de l'appropriation cognitive d'un aspect du monde et de guider l'action à son propos. Bon. Dit de manière très compliquée, ça revient tout simplement à expliquer qu'une représentation sociale, c'est une théorisation naïve de ce qui nous entoure. Alors quand je dis naïve, ça ne veut pas dire enfantine, hein. Ça veut dire que ce n'est pas une théorisation scientifique. On a besoin, vous avez besoin, j'ai besoin, on a tous besoin de comprendre notre environnement. On a besoin de comprendre notre environnement, c'est-à-dire de s'assurer l'appropriation cognitive d'un aspect du monde. Et pourquoi j'ai besoin de comprendre mon environnement? Parce que j'ai besoin de savoir comment agir. J'ai besoin de savoir comment me comporter. Mais cette représentation, elle va se baser sur toute une série d'éléments, en particulier sur nos croyances, mais elle va se baser aussi sur nos stéréotypes, sur nos préjugés. Alors les objets de représentation, je les ai précisés ici, ça peut se référer à beaucoup de choses, ça peut se référer à des pratiques, à des situations. Quelle est la représentation sociale que vous avez de la peine de mort, de la chasse, du gouvernement, ça peut être ça, de la politique de la ville. Alors, peut-être que la représentation sociale de la politique de la ville est très spécifique. Tout le monde ne va pas comprendre. Tout le monde va comprendre politique, ville, politique de la ville. Peut-être que pour le grand public, ça sera moins transparent. Mais dans tous les cas, même si je n'ai aucune idée de ce qu'est la politique de la ville, j'ai une idée de ce qu'est la politique. J'ai à peu près une idée de ce qu'est la ville. Donc je vais moi-même me faire une idée de ce qu'est la politique de la ville. Et si vous demandez à quelqu'un son avis, il est capable de vous le donner, alors qu'il ne maîtrise rien. Quand vous discutez autour d'un verre, dans un café, autour d'un café crème, d'accord ? Est-ce que vous avez déjà eu avec des amis cette discussion où quelqu'un vous demande votre avis, par exemple, sur « Tiens, tu as vu l'amendement que le gouvernement va déposer là, la semaine prochaine ?» Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez dit « Stop, on arrête de parler, je n'ai pas d'avis sur la question parce que je ne la connais pas, je vais rentrer chez moi, je vais lire le journal, je vais regarder, je vais me renseigner, et on revient la semaine prochaine pour discuter. Et j'aurai un avis précis sur l'amendement du gouvernement. » Vous faites ça, vous? Non. Non. Même si vous n'avez aucune idée de ce dont je viens de parler, de l'amendement. Amendement, loi, d'accord, gouvernement, ok, j'ai mon avis. C'est bon? Je peux le dire? Ah, et bien vous voyez, ça c'est un gouvernement qui se redresse les manches, il est prêt à aller à l'attaque, et vous voyez, même avec les élections, la défaite, c'est pas grave, il va proposer un amendement, je sais pas sur quoi. Ou à l'inverse, l'amendement du gouvernement. Mais vous avez vu, c'est encore de l'enfumage, ça. Il y a des problèmes concrets de la vie de tous les jours, le chômage, et il nous sort quoi? Un amendement. Vous voyez que dans tous les cas, vous savez quoi dire. Et cet élément-là, vous allez le baser sur un certain nombre de croyances, sur un certain nombre de représentations. Alors ces représentations, pour s'élaborer, elles ont besoin des croyances, mais elles ont besoin aussi de ce qu'on appelle donc ces fameux stéréotypes. Alors, pour introduire les stéréotypes, j'aime bien prendre cette phrase d'Einstein qui parlait de sa théorie de la relativité. Il disait, il y a deux solutions, soit ma théorie est juste, soit elle est fausse. Bon, jusque
que là, en bon scientifique, c'était pas mal. Et il nous disait, si ma théorie est juste, alors les Allemands diront que je suis allemand, les Suisses que je suis suisse, et les Français que je suis un grand homme de science. Mais si ma théorie est fausse, et c'est là où on est dans les stéréotypes, les Français diront que je suis suisse, les Suisses que je suis allemand, et les Allemands que je suis juif. Pour comprendre cette phrase d'Einstein, vous avez besoin de recourir à votre connaissance des stéréotypes, des différentes nationalités. Et là, on a déjà un élément intéressant dans la définition des stéréotypes, qui montre que vous pouvez connaître le contenu d'un stéréotype et ne pas le partager, et ne pas être d'accord avec lui. Parce qu'un stéréotype, c'est quoi? Je vous donne une définition, mais la plus générale, la plus générale possible. Un stéréotype, ce sont des croyances que l'ensemble des membres d'un groupe partagent à l'égard de l'ensemble des membres d'un groupe. Autrement dit, ce sont des attributs qui me semblent être partagés par tous les membres d'un groupe du simple fait de leur appartenance à ce groupe. Alors les attributs, c'est quoi? Là, vous en avez plein. Sensuel, violent, dynamique, idiot, rigolo, radin, généreux, méticuleux, vulgaire, tout ce que vous voulez. Du simple fait que j'apprends que tel individu appartient à tel groupe, un stéréotype, c'est quoi? C'est la caractéristique que je vais lui attribuer. Le stéréotype, on ne voit pas très bien ici, mais il est spontané et quasi automatique. Il n'y a pas de contrôle direct que vous pouvez faire dessus, immédiat. Vous voyez quelqu'un, on vous présente quelqu'un, on vous le définit d'une certaine manière, immédiatement il y a des stéréotypes qui arrivent dans votre tête. Vous n'y pouvez rien. Par contre, les stéréotypes vont être liés à deux autres éléments, où là il y a un contrôle possible, qui sont les préjugés et la discrimination. Le préjugé, donc lui, il est contrôlé, il découle du stéréotype, c'est le sentiment ou l'attitude concernant les membres d'un groupe social. Je vais baser cette attitude, ce sentiment plutôt positif, favorable, sur quoi? Sur simplement son appartenance à un groupe. Et comme je sais qu'il appartient à un groupe déterminé, j'y applique des stéréotypes liés à ce groupe. Vous savez bien que les Rennais sont beaucoup plus sympathiques, chaleureux et accueillants que les Nantais. Ça, c'est le préjugé, d'accord? C'est l'attitude positive ou négative, favorable ou défavorable. Et puis ensuite, on a la discrimination. Cette fois-ci, c'est le comportement. Le comportement lié à quoi? Eh bien, lié à l'appartenance à un groupe social. Donc, si vous voulez, je fais 3 blocs. On a le stéréotype, ce sont les attributs que vous avez parce que vous appartenez à un certain groupe. Les femmes, les hommes. On va changer les noms. Les femmes, les hommes. Les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme cela. Ça, c'est du stéréotype. Le préjugé, c'est un préjugement, mais il n'y a pas de contenu cognitif. C'est simplement une attitude positive, négative. Je vous aime bien, je vous aime pas, je suis favorable, je suis défavorable. Et la discrimination, c'est au niveau du comportement. Vous voyez que la notion même de discrimination est un petit peu complexe parce qu'on a souvent tendance à l'entendre du côté négatif. D'accord? C'est pas bien, il faut lutter. Enfin, depuis tout à l'heure, on l'entend. Il faut lutter. D'ailleurs, c'est souvent dans la politique de la vie, dans la politique publique, discrimination va avec lutte. On n'est pas en train de dire il faut promouvoir la discrimination. Ou alors on rajoute positive. Mais on est dans la lutte de la discrimination. Autrement dit, on considère que la discrimination est forcément négative. Alors c'est juste dans 90% des cas. Mais d'un point de vue théorique, ce n'est qu'un comportement lié à l'appartenance à un groupe. C'est parce que je sais que vous appartenez à tel groupe que je vais me comporter de telle manière, que je vais vous éviter sur le trottoir. Ça, c'est de la discrimination. Je vais vous empêcher de rentrer, que je ne vais pas vous embaucher. Mais cette discrimination, elle est appuyée sur quoi? Sur des préjugés, je vous aime, je vous aime pas, qui se basent sur des stéréotypes. Bon, j'ai repris juste là un extrait de la loi sur la discrimination, vous la connaissez par cœur. Moi, ce qui m'intéresse, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage, blablabla, en raison de, et c'est là que le psychologue social ouvre les yeux, en raison de quoi? De toute la liste là qui est dessous. En raison de quoi? Son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, des caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance. Bref, en raison de quoi? De son appartenance à des groupes. Mais là où
pour le psychologue social, c'est encore plus intéressant, c'est au moment où je me suis arrêté, de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie associée à, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement votre appartenance réelle à un groupe, vous êtes un homme ou une femme, c'est pas bien compliqué. Enfin, quoique ça peut être plus compliqué. Mais bon, on va dire pour l'instant que c'est pas bien compliqué. Mais c'est même une appartenance qui peut être supposée. C'est à partir de la catégorisation dans des groupes que l'on va appliquer des stéréotypes dont vont découler des préjugés et de la discrimination. Finalement, la base de tout cela, c'est l'appartenance à des groupes. À partir du moment où il y a eux et nous. Regardez tout à l'heure dans la pièce, ou encore quand je prends l'exemple du Nantais-Rennais. Pourquoi j'ai besoin de nous opposer? Pourquoi j'ai besoin de dire moi et vous, eux et nous? C'est à partir du moment où on catégorise qu'on applique des stéréotypes, et donc des préjugés et de la discrimination. On ne peut pas, premier élément extrêmement important que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir de stéréotypes. C'est pas possible. D'accord? Si vous arrivez en disant moi j'ai pas de stéréotypes, je vous dis vous n'êtes pas humain. Ce n'est pas possible. À partir du moment où vous connaissez l'appartenance d'un individu à un groupe, vous avez des stéréotypes. Mais c'est pas grave. Ça prouve quoi? Simplement que vous avez vécu dans une société, que vous avez lu la presse, que vous avez été éduqué, que vous êtes allé à l'école. C'est plutôt normal, c'est plutôt bien. Hein. Le stéréotype, ça va nous servir à quelque chose. Ça va nous servir à savoir comment agir. On n'est pas capable, on n'a pas le temps de prendre en compte toutes les informations. Bon, donc vous partagez, vous les connaissez, ces stéréotypes. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes obligé d'être d'accord ou de les utiliser. C'est là qu'arrive la deuxième étape, c'est là qu'arrive le contrôle cognitif, mais qui va nécessiter, vous le voyez bien, un petit travail intellectuel. Alors, évidemment, si on se dit, ok, ils sont tous automatiques, les stéréotypes, le préjugé est plus contrôlé, on va se dire, mais comment je peux lutter contre? Lutte contre la discrimination dont on parlait tout à l'heure. Ben, en gros, j'ai résumé ici les 4 modalités de lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Attention, ce sont, alors je me suis trompé, j'ai mis la discrimination, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que là, ce sont les 4 techniques théoriques pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés. L'idée étant que si on lutte contre les stéréotypes et les préjugés, là, il n'y a plus de discrimination. Alors en gros, il y a 4 grandes techniques, 4 grandes méthodes. Je vous dis tout de suite, il n'y en a aucune qui marche. Non, parce que si elle marchait, on ne serait pas là. Si elle marchait, vous ne serviriez à rien, et puis on serait tous chez nous, au chaud, à faire autre chose. Bon, ça c'est de manière un petit peu provocatrice que je vous dis ça. En fait, ces 4 techniques, elles ont des effets qui sont plus ou moins limités. En gros, la première, je vais y revenir, elle a un effet très local. La deuxième, elle a un effet très temporaire. La troisième, elle est complexe à mettre en œuvre. Et la quatrième, qui est celle qui est au cœur de vos débats, et celle qui s'inscrit dans une plus longue durée. La première, je vais aller très vite, c'est ma dernière diapo. La première, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du contact intergroupe, qui veut, alors il y a des auteurs, hein, s'il y en a qui sont intéressés, je vous donnerai toutes ces références, qui consiste à dire qu'en gros, si on a des stéréotypes ou des préjugés vis-à-vis de certaines personnes, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Donc, c'est pas compliqué, il suffit de vous faire rencontrer quelqu'un. On parlait tout à l'heure, vous faire rencontrer un Africain. Bon, encore que ça existe, enfin, en tant que nationalité, d'accord? Mais si j'ai des stéréotypes, si j'ai des préjugés, c'est parce que, vis-à-vis des personnes noires par exemple, c'est parce que j'en ai jamais rencontré de ma vie. Si on m'en fait rencontrer, je vais m'apercevoir qu'ils sont comme moi. On est tous pareils, et donc j'en aurai plus. Alors le problème, c'est que cette technique, elle fonctionne, mais je disais, elle est très locale. Pourquoi? Parce que quand on va faire ça, bien souvent, ça va fonctionner avec la personne que vous allez rencontrer. Mais on va recatégoriser cette personne-là. Les Ligériens, non, franchement. Mais vous, et vous êtes sympathique. Et vous savez pourquoi? Parce que je pense que vous êtes nantais. Et en fait, du coup, vous n'êtes pas vraiment ligérien. Et je vous recatégorise. Je vous recatégorise en nantais. Ça ne veut pas dire finalement que je change les stéréotypes que j'ai vis-à-vis des Ligériens et les préjugés que j'ai vis-à-vis des Ligériens. C'est très dur à dire. Ça veut simplement dire que je vous remets dans une autre catégorie. Donc vous voyez, ça fonctionne mais de manière temporaire. C'est pas, on n'arrivera pas à lutter contre la discrimination directe. On peut lutter
intéressant ici, c'est qu'on peut lutter localement. On peut lutter avec un problème dans un quartier, par exemple, avec une population précise à un moment. Ça ne changera jamais la catégorie globale, mais pour que les gens vivent ensemble, ça peut fonctionner localement. Le deuxième, c'est les buts communs et la coopération. Là, l'idée, c'est simplement de dire que pour dépasser les stéréotypes et les préjugés qu'on a avec des membres d'un autre groupe, il faut travailler ensemble. À partir du moment où on travaille ensemble, où on a un but commun, on va s'apercevoir que les autres, c'est un peu lié à la première, sont un peu comme nous. Et donc, on va dépasser ces préjugés, cette discrimination. Alors le but commun, ça peut être, je ne sais pas, Réseauville, Bretagne, Pays de la Loire. Tiens, oui, plutôt qu'opposer la Bretagne d'un côté, la politique de la ville, la Bretagne, et la politique de la ville des Pays de la Loire, si on faisait une association qui regroupe les deux, on a un but commun. Et là, dans ces cas-là, on n'est plus en train de dire, enfin j'espère, je suppose, ouais, mais nous à Nantes, on fait comme ça, quand vous à Brest, vous faites comme ça, vous êtes nuls. Non, on est en train de se dire, nous à Nantes, on fait ça, vous à Brest, vous faites ça, peut-être qu'on peut apprendre des deux. Et on a ce but commun. Sauf que là aussi, vous comprenez bien que ça fonctionne entre la Bretagne et Pays de la Loire, mais Poitou-Charentes. Pardon, mais Poitou-Charentes. À chaque fois, catégorisation à un niveau différent. L'approche socio-cognitive, c'est l'approche qui fonctionne d'une certaine manière le mieux, mais qui est la plus complexe. Ça veut dire qu'il faut apprendre aux gens à recatégoriser. Donc c'est un travail cognitif, essayer soit par catégorisation, décatégorisation, soit par recatégorisation, de modifier les stéréotypes. Alors ça je vous en dirai plus tout à l'heure si vous voulez, parce que je prendrai des exemples par rapport à la discussion. Et la dernière, c'est le rôle de l'information et de l'éducation. C'est en gros la plus efficace. Sauf que c'est la plus efficace à long terme. Or, quand on travaille sur la lutte contre les discriminations, on travaille avec le politique, hein, et le politique, lui, il a besoin de réponses à court terme. Lui expliquer que ce que vous allez faire maintenant, ça aura un impact quand il ne sera plus au pouvoir, ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, c'est le plus efficace, mais c'est le plus long, c'est le plus laborieux, et c'est le plus complexe à mettre en place. On va juste terminer par je vais terminer par cette citation d'une pièce de théâtre, c'est pour faire le lien avec la pièce de théâtre tout à l'heure. Georges Bernard Shaw, je ne sais pas si vous connaissez Pygmalion, 1914, et il y a ce petit extrait que j'aime beaucoup, vous allez voir pourquoi. La différence entre une lady et une vendeuse de fleurs n'est pas dans la manière dont elles se conduisent, mais dans la manière dont elles sont traitées. Je ne serai jamais qu'une vendeuse de fleurs pour le professeur Higgins, parce qu'il me traite toujours comme une vendeuse de fleurs et me traitera toujours ainsi. Mais je sais que je peux être une lady pour vous, parce que vous me traitez toujours comme une lady et qu'il en sera toujours ainsi. On revient sur cette notion de catégorisation. Oui, ok, on est un homme ou une femme, on est ceci, on est cela, d'accord, mais on est aussi ce que l'autre veut que l'on soit. C'était une partie de la pièce tout à l'heure, la discussion café de comptoir, café de commerce, mais qui était bien plus profonde.